Bonjour à tous les téléspectateurs de Corrèze TV, bonjour à tous. Rencontre artistique maintenant, puisque nous allons parler musique et cinéma avec nos trois invités que je vous présente. Olivier Bellamy, auteur de L'automne avec Brahms, qui est un essai biographique sur Brahms. À côté de vous, Philippe Ayat pour Umba, le cœur du monde chez Gelman Levy, un roman d'initiation, un roman de formation. Qui personnellement m'a fait penser par moments à La promesse de l'aube de Romain Gary, notamment les rapports entre le narrateur, le héros et sa mère. Vous mettez en scène un jeune juif tunisien qui naît en 1925, qui perd son père et devient muet après cet événement tragique, puis découvre la clarinette et se découvre une vocation de musicien. Et on suit donc ses aventures entre le Tunis des années 30, puis l'Amérique des années 40, le milieu du jazz de l'époque. Et enfin, last but not least, Éric Nehoff, pour Très cher cinéma français, un pamphlet goguenard sur l'état calamiteux du cinéma français contemporain. Livre qui vient de recevoir le prix Renaudot Essai. Alors, avant de croiser vos livres, j'avais une question pour chacun d'entre vous. Je commence par vous, Olivier Bellamy. Il y a un passage dans votre livre où vous nous expliquez que Brahms, de son vivant, fut très mal reçu en France. Vous écrivez, on le trouva rasoir, pleurnichard, trop formel. Vous dites que les Français préféraient Wagner, que Debussy, par exemple, se foutait de lui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il fut mal reçu en France, et est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est un classique incontournable ou qu'il est encore un peu mal connu chez nous? Il y a plusieurs explications au désamour du public français pour Brahms. D'abord parce que le public français n'était pas aussi musicien que le public allemand, pardon de le dire. Nous avons toujours été plus un peuple littéraire ou un peuple pictural, et encore pas toujours avec très bon goût, qu'un peuple musical. Mais nous avons eu quand même de grands musiciens. Mais il n'y a pas, comme dans la musique allemande, cette transmission de Bach, de Haydn, Mozart, Beethoven. Là, on a plutôt l'impression de voir des comètes qui n'ont pas véritablement de rapport entre elles. Mais il y a, moi je vois si je peux me permettre de faire un lien avec nos différents livres, c'est qu'avec celui d'Éric Nehoff pour le cinéma, c'est que d'abord le livre de François Sagan, Aimez-vous Brahms, puis le film Aimez-vous Brahms, donc avec avec Yves Montand. Voilà, avec Yves Montand, Anthony Perkins et Ingrid Bergman. Voilà, Anatole Litvak, merci. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un, d'avoir un monsieur cinéma comme ça, quand on a un trou, qui a fait beaucoup pour la musique de Brahms, et notamment pour ce très beau thème Ti-la-la, li-la-la, qui a rendu Brahms très populaire, même en France, ce qui n'était pas gagné d'avance. Donc la popularité de Brahms en France est très récente alors? Assez récente, je dirais les années 60. Mais encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont un peu comme ça, parce que c'est une musique très particulière, musique quand même où l'ordre domine, mais il y a un malentendu. On croit que c'est ordonné, donc académique, mais en dessous, il y a une passion déchirante qui est la passion de Brahms. C'est vraiment l'homme aux deux visages, si je puis dire. Alors, Philippe Ayat, j'aimerais bien que vous nous présentiez un peu votre héros, Darius Zaken, et que vous nous expliquiez la construction de votre livre, que j'ai trouvé assez mystérieuse, puisque le livre commence, on est en 2015, votre héros à 90 ans est un musicien au sommet de sa gloire, et ensuite on repart dans les années 30, et le livre est un flashback des années 30 jusqu'en 1954, et vous faites donc l'impasse sur 1954 à 2015. Alors pourquoi ce choix de cette ellipse? Alors c'est vrai, c'est l'histoire d'un enfant qui naît à Tunis dans les années 30 et qui n'a qu'une envie, un rêve, c'est de devenir un grand artiste, et un grand artiste de jazz. Et le livre commence sur son concert d'adieu, donc on se rend compte tout de suite qu'il est devenu ce grand artiste de jazz. Et ce qui m'a intéressé en écrivant ce livre, c'est quel a été le chemin à accomplir pour en arriver là,
et quels ont été les choix, la plupart du temps très difficiles à faire, et combien d'obstacles il a fallu surmonter pour enfin être arrivé à la rencontre de sa vocation et de son destin. Et les obstacles, il en a rencontrés tout au long de sa vie. Et tous les chapitres qui vont suivre sont des chapitres de flashback qui vont capter finalement 11 moments de sa vie, chaque moment ayant une unité de lieu et d'action, et qui seront des moments fondateurs dans l'expression de son talent. Et donc c'est un parcours initiatique. Et la question que pose ce livre, c'est mais comment j'arrive à rassembler mon courage et mon talent et surmonter les obstacles pour aller à la rencontre de ma vocation. Et ça suppose en général, ça suppose de s'opposer à beaucoup de gens qu'on aime, qui ont choisi pour vous un autre chemin. Et à un moment, il faut s'aimer soi-même un peu plus que ceux qui sont autour de nous pour pouvoir s'affirmer, aller à la rencontre de sa vocation. Et donc c'est un roman d'émancipation et d'initiation. Et ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment raconter les différents jalons essentiels de sa vie qui, à un moment donné, ont permis de forcer le destin et de le rapprocher un petit peu plus de sa vocation d'artiste. Et ces moments clés se situent dans ces 30 premières années. Et on le suit quasiment caméra à l'épaule et il nous emmène d'un endroit à l'autre. Et on vit avec lui cette souffrance de devenir et de se réaliser, mais aussi la joie qui l'accompagne. Alors vous, visiblement, Eric Neuf, vous auriez aimé que moins de gens aient des vocations pour le cinéma. Vous êtes à la fois écrivain et critique cinéma depuis longtemps au Figaro, au Masque et la Plume. Quand on lit votre livre, on peut se demander quelle mouche vous a piqué. Quelle a été la goutte d'eau qui a suscité l'écriture de ce livre? C'est pas une goutte d'eau, c'est une chute du Niagara. Non, c'est de voir 200 films français par an sur les 250 qui sortent. Et j'avoue qu'il faut avoir un vrai estomac costaud pour avaler ça. Et ça m'a rendu triste de voir un tas de gens qui me disaient « Moi, je ne vais plus jamais au cinéma si c'est un film français à l'affiche. » Alors que jusque dans les années 70 et le milieu des années 80, le cinéma était le sujet de conversation favori de tous les gens. On avait vu les mêmes films, on connaissait les répliques, c'était un mot de passe, une espèce d'espéranto. Et qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit quel est le dernier film que vous ayez vu, les gens ne se souviennent même plus. Mais du coup, est-ce que c'est un projet auquel vous songiez depuis 10 ans, par exemple, ou c'est vraiment les dernières années où ça a été une... Ah non, ça a bouillonné longtemps. Et puis là, oui, j'ai craqué en sortant d'un film, je ne sais plus lequel. Je me suis dit, il faut quand même essayer de secouer ce plat de nouilles et que le cinéma redevienne quelque chose d'intéressant, de vivant et de commun aux gens normaux, entre guillemets. Parce que je ne pense pas que le cinéma soit un art élitiste, réservé aux critiques, aux intellectuels. C'est quelque chose qui est dans l'ADN de tous les Français, enfin de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être critique de cinéma pour avoir son opinion sur un film, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui énerve un peu aussi les gens de cinéma qui ne supportent pas qu'on les égratigne. Alors, est-ce que grâce à ce livre, vous êtes interdit de projection de presse maintenant? Je l'ai été à une époque, mais le livre, pour l'instant, non. À une époque, Pathé et Gaumont nous empêchaient, enfin toute l'équipe du Figaro, de voir leur comédie, dont on les remerciait. Mais hélas, l'omerta est levée. Alors, dernière question, vous donnez 2 dates qui pour vous sont importantes dans la décadence du cinéma français. C'est la mort de Truffaut en 84 et le succès du Grand Bleu en 88. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ces 2 dates sont importantes? Parce que Truffaut était vraiment quelqu'un qui aimait le cinéma, qui le portait à bout de bras et qui l'incarnait. Et pendant des années et des années, à la fin de sa vie, il a maintenu tout ça vivant, fait croire que le cinéma était encore un art et que ça allait continuer. Et avec sa mort, on a vu que tout ça s'est effrité. Et le symbole, ça a été effectivement l'arrivée du Grand Bleu avec toute cette esthétique publicitaire, ces scénarios creux, ce côté tape à l'œil. Et on est passé d'une époque à une autre. Et même si c'est être un vieux con de le dire, je crois que c'est vrai. Alors je le disais, vos 3 livres sont très différents. Cela dit, je trouve qu'il y a un point commun, c'est l'idée d'une forme d'âge d'or. Donc pour vous, le romantisme allemand du 19e siècle, pour vous, le bebop des années 40, et pour vous, Eric Neuf, le cinéma des années 70.
Quelle est la part de nostalgie dans cette cristallisation que vous avez chacun sur une période donnée? Et est-ce que le choix de vos sujets s'est fait par défaut parce que la musique et le cinéma actuel, justement, n'étaient pas assez enthousiasmants pour vous donner des sujets? Donc chacun peut répondre. Moi, ce qui m'intéresse dans l'art, d'ailleurs je suis assez proche des goûts d'Éric Neuf et de l'époque aussi. Mais on est tous un peu nostalgiques dès qu'on écrit. D'abord, écrire, c'est déjà appartenir au passé. Hein, donc, et puis, écrire, je crois que c'est ne pas aimer... Alors, plus que ne pas aimer les choses qui changent, parce qu'il faut que les choses changent. Sinon, on ne va pas être comme des fossiles. Mais on n'aime pas les choses qui disparaissent. Je crois que si on... La différence, les musiciens écrivent des choses dont ils pensent qu'elles ont existé et qui sont dans leur imagination, mais qui n'ont peut-être jamais existé. Alors que les écrivains essayent de fixer quelque chose qui est en train de disparaître sous leurs yeux. Et pour répondre plus directement à votre question, moi, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est quand l'âme est au centre. Et ce qu'il y a dans la musique de Brahms, me semble-t-il, c'est que, comme dans un film de John Ford, c'est d'ailleurs ce que je dis dans le film, le sacré et le populaire parlent d'une même voix. Dans la musique de Brahms, il a toujours une Bible dans la main, et l'autre, quand elle n'est pas sur son cœur qui saigne, il a un bouton de rose. On pourrait parler du Rosebud pour faire une autre allusion cinématographique, mais il y a effectivement un mystère aussi dans la musique de Brahms, et tous ces amours contrariés, ces amours ratés, ces amours déchirantes font non seulement de très bons scénarios de livres ou de films, mais également des œuvres d'art et des œuvres musicales fascinante. Heureusement que Chopin a été malheureux en amour, heureusement que Brahms et Beethoven ont été malheureux en amour, et que Ravel n'a pratiquement pas touché du tout à la chose, mais il a écrit pourtant la musique la plus sensuelle qui soit. Alors, pour moi, vous aurez compris que la musique de Brahms est très près. Parce qu'il y a quelque chose, à une époque, on s'adressait à la grande communauté des hommes. Ça paraît un peu pompeux de le dire, mais moi j'aime ce cinéma, cette littérature. On parlait ce matin avec Olivier Weber de Romain Gary. Voilà quelqu'un qui a été méprisé et qui s'adressait à tous. Et qui s'adressait à tous avec des grandes idées, des idées nobles, belles, profondes, mais compréhensibles par tous. Et il y a dans la musique de Brahms ou dans le cinéma que nous aimons tant, cela, cette joie et cette douleur, comme dirait l'autre. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, que le jazz des années 40, par exemple, c'est la rencontre du sacré et du populaire? En fait, le jazz, d'une manière générale, je pourrais reprendre exactement ce que vous avez dit en parlant du jazz. Mon héros, qui s'appelle Darius, tombe amoureux de cette musique. Darius a une enfance très difficile dans les premières années de sa vie. C'est vraiment, il vit des traumatismes. Un jour, il tombe par hasard sur un concert de jazz, et là, il entend cette musique. Et le jazz, c'est une musique issue dans ses origines du blues et du ragtime. Le blues, c'est une musique très mélancolique. Quand on dit « j'ai le blues de quelque chose », le blues, c'est une musique qui est née dans les champs de coton. C'est les esclaves qui demandaient à l'homme la permission d'exister, la permission d'être. Et le ragtime, c'est une musique beaucoup plus populaire, fanfare, militaire, qui donne beaucoup de joie et de rythme. Et donc, la conjonction du blues et du ragtime a donné le jazz. Et le jazz, c'est une sorte de mélancolie joyeuse. C'est pour ça que je reprends tout à fait les mots que vous avez dit sur la musique. C'est que quand Darius écoute pour la première fois le jazz, il a l'impression,
c'est une musique qui exprime la douleur du monde, mais qui en même temps donne des raisons d'être joyeux et d'espérer. Et quand il écoute cette musique, c'est comme s'il soulevait ce voile de souffrance qui recouvre le monde et qui voyait derrière des milliers d'éclats de joie. Et il n'aura de cesse, par sa musique, de faire découvrir cette sorte de mélancolie joyeuse qui dit aux gens, mais malgré la douleur, il y a toujours un peu de joie possible à aller chercher. Et je trouve que c'est l'une des vocations, peut-être pas de la musique en général, en tout cas telle que vous le dites, oui, et du jazz aussi, qui est de rendre la mélancolie finalement très joyeuse. Alors, c'est vrai dans toute l'histoire du jazz, pas seulement le bebop des années 40, mais même le cool jazz dans les années 50, le hot jazz de Louis Armstrong dans les années 30. Et voilà, c'est la quête de mon héros qui est de retrouver ce peu de joie possible à travers cette musique. Et sa vocation d'artiste, ce sera de le faire partager au plus grand nombre. Alors vous, Eric, le même miracle a eu lieu dans les années 70 au cinéma? Oui, même la fin des années 60, oui, parce que j'ai presque honte de le dire, mais les plus belles émotions de ma vie, j'ai dû les éprouver devant des films plutôt que dans la vie réelle. Sans doute plus pleurer à la fin de films que quand il va arriver des choses enquiquinantes. Et puis le cinéma, c'est un art complet, c'est très utile. Je pense que si notre génération n'avait pas vu de film, on n'aurait jamais su comment embrasser une fille. Et puis le cinéma vous apprend des détails plus pratiques. C'est grâce à un film de Truffaut que j'ai appris comment tartiner une biscotte sans la casser. Et un film de Stache, comment faire son lit en une seule fois, en rejetant la couverture allongée. Et c'est grâce au cinéma aussi, moi qui ne suis pas du tout mélomane, que j'ai découvert la musique classique, les symphonies de Mahler grâce à Visconti, la 7e de Beethoven grâce à Zardos, qui est un très mauvais film mais qui m'a permis de découvrir ce morceau qui est pour moi d'une nostalgie immense. Et on parlait de nostalgie tout à l'heure comme si c'était un vilain défaut, mais à mon avis, quand on écrit, Olivier a raison, c'est toujours à l'imparfait, c'est forcément quelque chose qui appartient au passé. Et la nostalgie, pour un roman, c'est un peu la farine du boulanger. C'est un roman au présent, ça peut être pas mal, mais il y a quelque chose qui manque. Et le cinéma devrait rester cet art total qui réconcilie pratiquement tous les autres. À propos de nostalgie, c'est un truc qui m'a amusé dans votre livre, c'est que vous commencez par dégommer le cinéma français d'aujourd'hui, puis vous faites l'éloge du cinéma français des années 70, puis de la France des années 70, puis carrément un moment de Pompidou. C'est un pamphlet, hein, c'est pour s'amuser aussi. Ouais. Mais oui, mais Pompidou était un personnage assez romanesque. Hein. C'était quand même un président de la République qui, à la fin d'une conférence de presse, quand on l'interrogeait sur l'affaire Gabriel Russier, où un jeune lycéen avait une histoire avec sa prof, et elle s'était suicidée, on lui a posé la question, il y a eu un grand silence. Il a cité 3 phrases qui étaient magnifiques. Il s'est levé et il a dit « c'est du LER ». Et je vois mal aujourd'hui quel homme politique serait capable de faire ça à brûle-pourpoint. Alors, j'ai trouvé un autre point commun à vos livres, Philippe Payat et Éric Neuf, c'est la défense d'une certaine déglingue. Parce que vous, Philippe Payat, votre héros, à un moment, arrive à New York et croise Billie Holiday, Miles Davis ou Charlie Parker, qui, comme on le sait, ne roulaient pas toujours à l'eau claire. Et quant à vous, Eric, vous faites l'éloge des grands producteurs flamboyants des années 70, comme Jean-Pierre Assam, autres héroïnomanes comme Charlie Parker. Et vous semblez dire tous les deux que cette déglingue était nécessaire à leur génie. Ben, ça permettait surtout aux autres de faire des choses, puisque eux ne réfléchissaient pas et c'était des gens qui risquaient le tout pour le tout. Ils en sont morts d'ailleurs, et c'est comme ça que le résultat peut être intéressant, parce qu'un film, s'il n'existe pas, ça ne va décevoir personne. Alors qu'il faut des gens comme ça qui aient la passion, qui arrivent à secouer un réalisateur, à tomber amoureux d'une actrice, et que ça donne pendant 1h30 sur l'écran quelque chose qui sera beaucoup plus intéressant que tout ce qui pourrait vous arriver à l'extérieur à ce moment-là. En fait, dans l'Amérique des années 50, donc, Darius, sur son chemin, arrive en Amérique dans les années 50, là où s'invente le jazz à chaque fois. Et il rencontre ces grands artistes que vous avez mentionnés.
Et ce sont tous effectivement des héroïnomanes au dernier degré. C'est pas tant qu'ils utilisaient l'héroïne pour trouver l'inspiration, c'est qu'ils utilisaient l'héroïne pour pouvoir tenir, parce qu'ils vivaient dans une misère terrible. Et surtout, l'Amérique des années 50, c'est une Amérique extrêmement violente. C'est d'abord un capitalisme déchaîné. Donc ceux qui n'ont pas les ressorts et les codes se font laminer par la société. Et puis c'est une Amérique extrêmement raciste. Et d'ailleurs, on suit mon héros faire des tournées dans les États du Sud des États-Unis avec Billie Holiday, et on les refuse. Alors mon héros est blanc, mais ses compagnons de jeu sont noirs. On les empêche de dormir dans une chambre d'hôtel. Il y avait des places de bus réservées pour eux à l'arrière. Il y avait des entrées de service. Et mon héros qui est blanc, il est confronté à un double racisme. Le racisme des blancs qui lui interdisent d'aller se mêler à des noirs pour jouer, et le racisme des noirs qui lui disent « mais tu es blanc, tu ne peux pas jouer comme nous, tu usurpes notre musique ». Et donc, quand vous vivez dans la misère et que vous êtes soumis à une telle violence, ben forcément, pour continuer à avoir cette énergie créatrice, vous allez trouver des forces dans la drogue, dans l'héroïne, etc. Ensuite, il y a deux catégories d'artistes. Il y a ceux qui en sont morts, et il y en a beaucoup qui en sont morts, on les connaît, Charlie Parker, Lester Young, Chet Baker. Et puis il y a ceux qui se disent à un moment donné, qui trouvent la force en eux de se dire « maintenant ça suffit, je choisis la vie ». Je choisis la vie et je serai d'autant plus fort à exprimer mes messages si je suis en bonne santé. Et c'est le choix qu'a fait mon personnage. Et alors vous, Olivier Bellamy, qu'est-ce qu'on peut dire de l'hygiène de vie de Brahms? Alors Brahms, on le représente à la fin de sa vie toujours un peu ventripotent, dirigeant les mains dans les poches et avec un ventre un peu à la Orson Welles, là. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui buvait pas mal. D'ailleurs, il y a une tradition. Alors, chez les musiciens classiques, ce n'est pas la drogue, mais c'est l'alcool. Entre Schubert buvait beaucoup. Certains de ses amis racontent qu'il était plusieurs fois ivre et qu'il ne rentrait pas chez lui. En plus, à une époque, il n'avait même pas de chez lui. Il dormait chez les uns et chez les autres. Beethoven, on pense certes, il y a des gens qui disent que s'il est mort, c'est parce qu'il y avait du plomb dans sa timbale. Il a une maladie sur la face, qui expliquerait peut-être aussi sa surdité, qui est un peu mystérieuse. Le plomb qui était dans sa timbale avec lequel il buvait beaucoup de vin. Jean-Sébastien Bach, on a retrouvé ses notes de frais qu'il donnait à ses employeurs. Vous voyez que au moment du repas, il y avait énormément de bière et de vin. Et Brahms aussi avait ses habitudes dans un célèbre café viennois qui s'appelait le Hérisson Rouge, et il y retrouvait ses amis. Mais le café, d'abord, le café viennois, c'est quelque chose d'incroyable. Je crois que l'interdiction de fumer vient de tomber à peine là, mais Vienne a été, alors peut-être parce qu'ils sont près de l'Orient et des Turcs, Vienne a été l'un des derniers bastions où l'on pouvait encore fumer dans les cafés, ce qui a complètement disparu. Et d'ailleurs, quand on voit les films de Claude Sautet aujourd'hui, on ne voit plus qu'un grand nuage de fumée. On se dit, mais comment est-ce qu'on a pu vivre ça? C'est assez amusant. Mais pour en revenir à Brahms, oui, je pense que l'alcool, il y a toute une tradition du vin chez les compositeurs. Et heureusement, parce que je pense que Brahms disait à un moment donné, il a dit à un interview, parce qu'il était très pieux, il pensait que quand on n'était pas croyant, on ne pouvait pas être un bon compositeur. Je laisse à Brahms la responsabilité de ses paroles, mais c'est vrai que la foi chez l'artiste est quelque chose de très important. La foi en soi, d'abord, parce qu'il faut quand même être sacrément gonflé, culotté, pour penser qu'on a quelque chose à dire qui puisse intéresser les autres. Et puis la foi en un dépassement, en une force supérieure qui vous permet de suivre cette inaccessible étoile. Ce n'est pas forcément
aller à la messe tous les jours. Et puis, vous voyez la transition avec le vin de messe. Moi, je pense que l'alcool, évidemment, en toute modération, mais un peu de vin donne du génie aux meilleures idées. Je suis bien d'accord avec vous. Dans vos 3 livres, je trouve qu'il y a une forme de critique d'une certaine, ce qu'on pourrait appeler une pseudo-intellectualisation de l'art. Vous, Éric Neuf, vous vous moquez souvent de la Fémis. Quant à vous, Olivier Bellamy, vous distinguez à un moment les intellectuels comme Wagner, Liszt ou Berlioz de ce que vous appelez les esprits essentiellement musicaux, de catégorie dans laquelle vous rangez Mozart, Schubert, Chopin ou Brahms. On sent bien que vous préférez la deuxième catégorie. Est-ce que vous diriez que cette pseudo-intellectualisation de la création est un cancer pour l'art? Vous voulez parler de la Fémis et Oui. des écoles de cinéma? Oui, je trouve que c'est aberrant. On peut apprendre les métiers techniques dans le cinéma, mais le talent, c'est quelque chose qui est inné. Et puis, comme dit Olivier, il faut avoir cette passion et lutter contre vent et marée pour arriver à ses fins. Et puis, ça casse ou ça passe. On ne peut pas faire quelque chose de moyen. Et quand on voit le documentaire sur la Fémis qui s'appelle Le Concours, ça fait très peur parce que c'est calamiteux entre les élèves qui se prennent tous pour Orson Welles et Antonioni et les profs dont on ne voudrait même pas en cours moyen. C'est pas étonnant que 9 fois sur 10, les réalisateurs qui sortent de la Fémis soient complètement formatés, presque fonctionnalisés et dans la tête des idées toutes faites. C'est la différence entre les intellectuels et les gens qui sont essentiellement artistes. On voit par exemple un type comme Arnaud Desplechin, dès qu'on regarde une séquence de lui, on découvre que le cinéma a été inventé pour lui. Il n'aurait jamais rien pu faire d'autre, pas un roman, pas un poème. Et c'était un peu la même chose avec Lelouch. Quand on voit la façon dont il se sert d'une caméra, c'est un langage qui lui est complètement inné. Et il y a assez peu de cinéastes comme ça, et heureusement que ça ne s'apprend pas, moi je trouve. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde réclame le droit d'être créateur, artiste, et c'est un mensonge complet. À ce propos, moi je trouve qu'il y a souvent vous voyez, l'humilité avec laquelle Cézanne peignait une pomme ou Renoir, l'humilité avec laquelle il essayait de saisir un instant de lumière, le grain d'une peau. Et puis après, vous avez quelque chose de tout à fait différent dans l'art où tout le monde prétend être artiste. Donc on fait, je ne veux pas enfourcher une chose d'arrière-garde, mais à partir du moment où on déchire une toile, où on fait une tache rouge, on dit que c'est de l'art. Après tout, pourquoi pas, moi j'ai rien contre. Mais où il faut lire ça de littérature pour comprendre le pourquoi de cette tâche, là on arrive à un ridicule achevé. Alors qu'il y a... Et d'ailleurs, pour parler de ça aussi, ça me rappelle quand Pirandello, un jour, je crois que c'est pour 6 personnages en quête d'auteur, et il y a une de ces actrices qui vient le voir, qui dit « Maître, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette réplique ?» s'attendant à ce qu'il lui donne la vérité d'une scène ou d'un personnage. Et Pirandello lui répond « Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Je suis l'auteur. » Beaucoup devraient se rappeler de cette chose, c'est-à-dire qu'au moment où on écrit, comme disait Stravinsky, on ne sait pas très bien ce qu'on fait, et tant mieux. Et il faut se méfier de ceux qui ont un discours. Après tout, les artistes sont là pour créer, et les commentateurs sont là pour commenter, mais quand les artistes commencent à commenter et à se prendre au sérieux, alors là, il faut fuir, il faut fuir. Moi, je trouve que c'est un point commun qu'il y a aussi dans les 3 romans. C'est que, par exemple, Darius, quand il fait son apprentissage du jazz, il est éduqué par les musiques de Louis Armstrong. Donc c'est le jazz des années 30, c'est très virevoltant, c'est très réjouissant. Et c'est ça qui le sensibilise beaucoup, parce que c'est cette mélancolie joyeuse dont on parlait tout à l'heure. Et puis le jazz, comme tous les arts, a commencé à se sophistiquer
c'est devenu le bebop et on a commencé à faire de l'art pour l'art. On est monté d'un cran dans la technique et on a oublié la promesse du jazz des pères fondateurs pour compliquer la technique et perdre de vue finalement les vibrations de l'âme. Et donc, Darius, mon héros, à un moment donné, s'oppose à l'art pour l'art et la technique pour la technique, représentée par le bebop, pour inventer le cool jazz. Et le cool jazz, c'est finalement de redonner sa chance à la mélodie sur des rythmes beaucoup plus lents pour retrouver le chemin de l'âme et pour parler au plus grand nombre. Et souvent, dans les arts, on passe toujours par une zone d'abord une certaine ingénuité du début, puis on complexifie et on se perd de vue. Et le summum, c'est de revenir à la plus grande simplicité qui est peut-être une forme supérieure de l'art. Et le cool jazz qui a été développé dans les années 50, je fais de mon héros l'inventeur du cool jazz, mais mon héros n'a pas existé dans l'histoire du jazz. Les vrais inventeurs du cool jazz qui justement voulaient se remettre à parler à l'âme, c'est Miles Davis sur la côte Est et Chet Baker sur la côte Ouest, que vous connaissez certainement. Oui, et puis je crois que la simplicité est quand même la meilleure des vertus. Vous savez comment se présentait John Ford? Je m'appelle John Ford, je fais des westerns. Et Louis Malle, qui vivait dans le Lot, avait écrit sur sa carte d'identité à la rubrique profession trufficulteur. Alors qu'on entend tellement de gens se définir comme artistes, et ce mot devrait faire fuir en courant, comme disait Olivier. Ça me rappelle, c'est Karl Lagerfeld qui discutait avec deux autres de ses collègues, et l'une, dont je ne citerai pas le nom, deux autres couturières, et il y a une couturière qui dit « Oui, nous autres, les artistes ». Et Karl Lagerfeld la regarde et dit « Ben quoi, tu as arrêté de dessiner des robes ?» Voilà. Alors Olivier Bellamy, il y a un passage dans votre livre où vous parlez de l'utilisation de Brahms dans la musique moderne. Vous rappelez que Symphonie numéro 3 a été pompée aussi bien par Gainsbourg dans Baby Alone in Babylon de Jane Birkin que par Frank Sinatra dans Take My Love. Comment est-ce que vous expliquez cette modernité de Brahms? Oui, puis il y a Près de toi, il y a une chanson que Yves Montand, je crois, aussi chantait. Bref, c'est un thème, celui que j'ai chanté tout à l'heure. Non, je pense que c'est pas une modernité. Ça, la modernité, justement, Brahms s'est opposé à cette modernité érigée en étendard, en oriflamme. C'est les gens qui voulaient être les plus modernes et qui voulaient rendre les autres ringards. Comme d'ailleurs, il faut bien le dire, la nouvelle vague, à un certain moment, a un peu abusé, hein, malgré toute la tendresse qu'on peut porter à des gens comme Truffaut ou Romer. Ils ont quand même des gens comme Claude Autant-Lara ou comme Duvivier ont été quand même salement amochés, ont eu du mal à travailler. René Clément aussi. René Clément, donc. Et à l'époque de Brahms, c'était pareil. Il y avait Liszt qui était la musique de l'avenir. Ils disaient c'est la musique de l'avenir qui était à Weimar, et avec Wagner. Et il disait au contraire, alors avec un peu d'antisémitisme aussi, que Mendelssohn, qui était à Leipzig, était la musique traditionnelle, la musique du passé, etc. Wagner avait décrété la mort de la symphonie, comme Nietzsche avait dit Dieu est mort. Wagner avait dit après la 9e symphonie de Beethoven, il n'y a plus de symphonie possible. Et Brahms, il y en a eu d'autres, mais Brahms, lui, a quand même prouvé qu'on pouvait encore écrire tonal, beau, profond, original, parce que il avait une très grande science. Et d'ailleurs, je pense que cette science, souvent, que l'art cache la science et surtout la technique. Je me rappelle de Jean Renoir dire, Jean Renoir le cinéaste, oui, qui dire qu'un art qui se réclame de sa technique est un art mort. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut ne rien savoir sur rien. Il n'y a pas plus savant
sur l'art du cinéma que Jean Renoir, il n'y a pas plus savant sur la musique que Johann Brahms, mais l'art cache l'art. Leur but n'est pas de faire les marioles ou de faire ricaner leurs camarades ou pour épater les critiques, les mauvais critiques. Mais non, il y a bien cette chose, cette flamme qu'on doit sentir, quelque chose d'universel où à un moment donné on voit l'homme. Ce qui nous touche dans la musique de Brahms aujourd'hui, c'est pas qu'elle est bien écrite. Heureusement qu'elle est bien écrite, ça lui permet de durer et de se maintenir et d'échapper aux modes. Mais ce qu'il y a d'éternel, c'est beaucoup plus important que moderne. C'est en quoi c'est un classique. Eh bien, c'est que aujourd'hui encore, on est bouleversé par le fait que Brahms a eu un chagrin d'amour pour une femme dont on a oublié le nom et le caractère, mais dont le sentiment sincère perdure et dans lequel on peut se retrouver nous aussi, parce que nous avons ressenti exactement ces peines et ces douleurs. Alors, il y a aussi un moment où vous parlez de l'utilisation de Brahms au cinéma, donc dans les films de Chaplin, de Mankiewicz, plus récemment de Terrence Malick, de Paul Thomas Anderson. Et vous vous demandez si Brahms aurait pu être un compositeur de musique de film. Et alors, vous ne répondez pas justement à la question. Est-ce que vous avez trouvé la réponse depuis ? Non, parce que vous savez peut-être que Eric doit savoir ça évidemment, que le premier compositeur de renom, pas le premier dans l'histoire, mais le premier connu dans l'histoire du cinéma, c'est Camille Saint-Saëns avec l'assassinat du duc de Guise. Donc, on lui avait demandé. Alors c'est marrant parce que c'était le plus académique de tous les compositeurs, Camille Saint-Saëns. Il était considéré comme une vieille barbe, mais il s'intéressait aussi beaucoup à, exactement comme Brahms, qui était considéré comme réactionnaire, compositeur du passé, un peu rasoir, pleurnichard, par rapport, encore une fois, à ces compositeurs qui s'autoproclamaient compositeurs de l'avenir. Eh bien, je suis sûr que Brahms se serait intéressé à la musique de film. Il est mort 2 ans après la présentation du premier film, l'arrivée en gare de La Ciotat des Frères Lumière, près de l'Opéra à Paris. Mais je suis sûr qu'il aurait été, parce qu'il s'intéressait par exemple beaucoup à la photographie. Il s'est lui-même photographié. D'ailleurs, je montre 2 photographies où, par exemple, jeune, il était très beau. Il avait l'air un peu du Saint-Jean peint par Léonard de Vinci, avec ses yeux bleu-gris, comme ça, ses longs cheveux. Et en plus, il avait une voix très, très aiguë et très fluette. C'était comme une apparition divine, Brahms. Donc je pense qu'il aurait aimé le cinéma, il aurait pu être acteur. il avait en tout cas un physique d'acteur. Et je pense qu'il aurait aimé le cinéma. Mais ça, c'est un mystère. C'est pure conjoncture. Et dernière question sur le cinéma, Philippe Ayat, est-ce que certains films vous ont inspiré justement pour reconstituer les milieux du jazz? Est-ce que, par exemple, Bird de Clint Eastwood ou d'autres films vous ont permis de... Alors, pour écrire ce roman, j'ai dû faire déjà beaucoup de recherches documentaires parce que ça se passe d'abord à Tunis dans les années 30, quand on était encore sous protectorat français. Donc il a fallu reconstituer un monde qui n'existe plus aujourd'hui. Ensuite, il nous emmène à travers l'Europe de la guerre et de la libération, puis l'Amérique des années 50 qu'il a fallu reconstituer. Et effectivement, j'ai dû lire ou voir beaucoup de documentaires et de films. Parmi les films quand même qui m'ont vraiment marqué, j'en citerai 2. J'en citerai effectivement Bird de Clint Eastwood, je crois. Hein, je pars sous votre contrôle, mais donc c'est l'histoire de Charlie Parker et son succès et sa déchéance. Et puis un très très joli film de Bertrand Tavernier, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Oui, Autour de minuit. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'espère que vous partagez en partie. sur ce film, en tout cas. Bien avec les réalisateurs, ouais.
la politique des auteurs était une aberration, parce qu'un metteur en scène peut tourner un chef-d'œuvre et puis rater un film après. Oui. Et c'est pas grave. Un dimanche à la campagne, c'est une magnifique. merveille. Je préfère Avec- un samedi à Brive. Et alors, si vous Avec la regardez, musique de Gabriel Fauré. si vous regardez, si vous avez l'occasion de voir ce film Autour de minuit, qui est un titre de jazz très connu, il en a fait le titre du film. Autour de minuit, c'est finalement l'histoire romancée de la déchéance d'un grand artiste de jazz. Cette histoire, c'est finalement l'histoire d'un artiste qui a existé, qui s'appelle Lester Young, et qui est un des artistes que mon personnage prend pour modèle. Donc voilà, si je devais citer 2 films, ce serait cela. C'est hélas déjà la fin de cette rencontre. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Je rappelle le titre de vos livres. Donc Olivier Bellamy, L'automne avec Brahms chez Buchet-Chastel. Philippe Ayat, Ouba, Le cœur du monde chez Calman Lévy. Et Éric Neuf, Très cher cinéma français chez Albin Michel. Et je rappelle que j'imagine que là vous allez déjeuner, mais qu'on pourra vous retrouver sur le stand de vos éditeurs respectifs cet après-midi. Voilà.